Bonjour, bonsoir les amis. Je vous retrouve, je l'espère, en forme pour cette vidéo un peu putaclic. 497 rendez-vous en une semaine, ça paraît trop beau pour être vrai, et pourtant c'est vraiment des chiffres et des données accumulées pour des clients. Et on va vous montrer comment on a réussi à réaliser en une seule semaine de publicité la génération de 497 rendez-vous et un peu plus de 5000 coordonnées email pour des clients. Et en l'occurrence, je vais vous indiquer aussi dans la vidéo les métriques à surveiller pour arriver à vous-même reproduire ce genre de performance, sachant que on dépensait pas loin de 85 000 euros par semaine et que Rome s'est pas construit en un jour, évidemment. C'est l'aboutissement de pas loin de 2 ans de travail pour rendre performantes les publicités, les pages de capture, les automatismes de relance. Je vais vous présenter tout ça. Vous en avez déjà une partie sous les yeux. Et on va rentrer dans le vif du sujet juste après une petite introduction. Je m'appelle Damien Plutino, je suis fondateur d'HeroCorp. Tous les mois, on dépense environ 400 000 euros de budget publicitaire pour nos clients, ce qui génère l'année dernière sensiblement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour eux. Et tout cela représente beaucoup de données que je vais prendre un malin plaisir à vous partager dans cette chaîne YouTube. Les données, les take-away, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire les informations précieuses qu'on peut en tirer, et vous partager la méthodologie qui nous a permis d'atteindre ces résultats. Donc restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment télécharger le Canva de ce tunnel pour l'appliquer à votre propre entreprise. Je sais qu'il y a des infopreneurs, voire des confrères qui le vendent ne serait-ce que 37 euros minimum, juste ce schéma. Et là, ça sera non seulement, je vais vous l'expliquer en long, en large, en travers, donc vous pouvez le copier juste en regardant cette vidéo, mais en plus, je vous fournis directement le Canva dans l'outil que j'utilise, Funalytic, qui nous permet non seulement de dessiner tout ça et de théoriser, mais aussi de suivre, faire la gestion de projet. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard peut-être. Et surtout, on peut le rattacher à vos tunnels et du coup mesurer la performance et optimiser la performance de vos tunnels. Donc, pour mettre en place un système qui génère des rendez-vous qualifiés, suivez bien toutes ces étapes, surtout la 10e qui joue un rôle crucial dans la performance du tunnel. Donc, le tunnel en soi, c'est un tunnel de vente type webinaire. On va optimiser chaque étape du parcours pour le rendre performant. Assez bizarrement, un tunnel webinaire se conçoit à l'envers. Alors, je sais que souvent on part des publicités et on va jusqu'à l'offre. Ici, c'est presque l'inverse qu'il faut faire. Il faut savoir quelle est l'offre. Ensuite, arriver à le vendre lors d'appels pour après arriver à générer des appels et ainsi de suite. Et on va remonter tel un saumon jusqu'à la conception de la publicité pour après passer à une phase d'optimisation une fois que tout le tunnel est prêt. Et donc, tester AB les créatives, les pages de capture, les automations, le contenu du webinaire à proprement parler, les relances et tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a conçu le tunnel, vous allez avoir tout le schéma, on peut le regarder rapidement. On a des publicités, je vais vous expliquer comment les optimiser, qui envoient vers une page de capture. Cette page de capture récupère les coordonnées, nous permet d'un côté d'envoyer vers une séquence d'email, donc avec une confirmation d'inscription et des préchauffes, comme on dit, pour envoyer vers du contenu qui va éduquer le prospect sur ce que vous avez à vendre pendant la conférence, ou en tout cas teaser la conférence pour susciter la curiosité et les faire venir à votre conférence. Et de l'autre côté, comme il y a un déficit d'attention qui est non négligeable et surtout les gens ont vu beaucoup de webinaires pas super qualitatifs, on va aussi mettre des automatisations. Par exemple, le ManyChat, qui vont envoyer vers ce contenu de préchauffe. Donc là, vous pouvez partager des études de cas, traiter des objections, des choses comme cela, et jouer surtout sur la curiosité pour faire venir en webinaire. Ça ne veut pas dire que c'est fini, puisque quelques jours et heures avant le webinaire, on va lancer des relances. Donc là, j'ai mis quasiment que des relances par email sur ce schéma-là vers le live, mais bien entendu qu'on peut mettre des relances automatisées, voire les clients chez qui on a fait ce webinaire faisaient et des SMS et des rappels. Donc, je crois que l'outil était Ringover, Twilio et ManyChat pour citer les outils utilisés. Donc tout cela permet d'avoir une participation au webinaire et on pourrait croire que ça se termine là et qu'à la fin on dit prenez rendez-vous. Oui, mais non. En fait, évidemment que le but, c'est que le maximum de personnes viennent en conférence. Et là, on peut travailler précisément sur le script des mails, des automatisations, des vidéos de préchauffe dont je vous parlais et de toutes les relances qui vont bien. Mais en fait, le webinaire live va générer sensiblement 50% des rendez-vous en soi. Et au final, ce qui va nous permettre de doubler cette performance-là, c'est non seulement le webinaire
l'envoi du replay. Donc, en l'occurrence, le replay sera sur une page de vente et on va pouvoir traiter des objections et faire une séquence de décompte pour la prise de rendez-vous pour bénéficier de l'offre qui aura été faite à la fin du webinaire. Mais en plus, il faut aussi utiliser des publicités en reciblage pour appuyer la démarche, mettre un autre étage. Donc, j'ai pas détaillé les publicités, on va en reparler un tout petit peu après, mais mettre un autre étage de publicité plutôt pour les participants de la conférence qui n'auraient pas pris rendez-vous. Et là, on peut donc envoyer vers cette page de vente qui est plutôt une page de replay et prise de rendez-vous qu'une vraie page de vente et qui va faire un petit résumé de la conférence. Et ensuite, envoyer vers l'outil de prise de rendez-vous, la confirmation de rendez-vous et le bon de commande après un rendez-vous de closing. Ici même, toutes les automatisations, ne serait-ce que la confirmation de rendez-vous, les automatisations, etc., ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Donc, je vais pas détailler tout cela, mais on en reparlera puisque la prochaine vidéo, donc la vidéo dans 15 jours exactement, va parler de cette page et de la performance de cette page, l'importance de cette page dans les chiffres dont je viens de vous parler. Donc là, vous avez le processus complet, publicité, page de capture, opt-in vers email et récupération des coordonnées téléphoniques pour pouvoir envoyer sur ManyChat du contenu. L'idée, c'est pas d'envoyer du contenu, évidemment, c'est d'apporter de la valeur aux prospects et ou de répondre à des interrogations, des craintes ou des légendes urbaines qu'ils pourraient avoir, c'est-à-dire traiter des objections. Tout cela permettant de montrer qu'on a de la valeur ajoutée et on peut clairement, si jamais on a bien fait ça, continuer la discussion pour les emmener vers ce webinaire live et tout le processus que je vous avais décrit. Donc voilà, si jamais vous voulez, on peut dézoomer légèrement et vous pouvez voir la séquence complète en entier. Donc, on va zoomer un petit peu sur la partie publicitaire, parce que vous savez, c'est ma spécialité. Les publicités ne sont pas magiques. Le but, c'est simplement d'attirer et de capter l'attention, donc de faire arrêter le scroll, comme diraient les jeunes, donc arrêter les gens qui font défiler leur mur d'actualité et inciter au clic et donc de passer à l'action. Surtout, vous ne vendez pas votre produit à la fin. Je le vois de temps en temps en me baladant sur mes réseaux sociaux à moi. Le but, c'est en particulier pour Facebook, Instagram et YouTube, Google Ads étant légèrement à part, de faire arrêter les gens qui venaient voir les vidéos de chatons et de la voisine qui mange un cupcake ou que sais-je, et de les inciter à écouter votre message. Donc le plus important, c'est qu'elle soit conçue pour une cible, qu'elle soit paramétrée pour une cible. Donc, définissez votre cible avant quoi que ce soit. Si c'est pas déjà fait, normalement, vous le faites même avant votre webinaire, évidemment. Rédigez votre contenu captivant, sachant que les 5 premières secondes vont avoir ce but de capter l'attention. Une petite astuce que je vous partage dans ce contexte-là, c'est que les 5 premières secondes sont hyper consommées par l'algorithme. On voit une courbe qui est très décroissante. Donc, si jamais vous tournez une pub avec plusieurs accroches, donc les 5 premières secondes, vous les tournez plusieurs fois, en d'autres termes, vous pouvez faire X variantes de la même pub et pas trop fatiguer votre contenu publicitaire avec un tournage qui est à peine plus long que juste tourner une pub de but en blanc. Vous faites juste l'introduction plusieurs fois avec des variantes. Ça permet de tester les variantes, tester les accroches. Et en plus, vous avez plusieurs publicités en une fois que vous les avez montées. Ensuite, quand vous faites de la publicité, vous avez un concept à mémoriser. Voilà, on a un petit schéma pour vous montrer le principe de fonctionnement de la publicité. Donc, le principe, il est assez simple en fait. Vous promenez sur des réseaux sociaux, vous consultez une page et du coup, faites défiler votre mur d'actualité. Ça génère une enchère presque instantanément qui va proposer aux annonceurs, donc aux gens qui veulent faire de la publicité, d'acheter l'espace média qui vous correspond à votre profil. Donc, avant que votre mur s'affiche, quand vous faites défiler, dans l'espace d'un millième de seconde, Facebook va aller comparer les enchères qu'il a sur toutes les publicités qui pourraient correspondre à votre profil et donner au mieux disant. Et le mieux disant n'est pas forcément le plus cher, ça peut être le plus pertinent par rapport à votre profil et où plein de critères qui pourraient entrer en compte comme la note de l'annonceur. Donc, est-ce que l'annonceur est fiable et a toujours payé par exemple ses factures, a toujours fait du bon contenu, des choses comme cela. Donc, il y a une vraie plus-value à faire de la bonne publicité pour continuer à payer peu cher les publicités à l'avenir, notamment sur l'enchère de Facebook. Donc cette enchère, si jamais vous faites une proposition qui est gagnée, donc vous êtes prêt à payer un CPM, un coût pour 1000 impressions, et vous êtes le meilleur annonceur, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir le gain de l'enchère la plus élevée, et à ce moment-là,
le gagnant voit la publicité affichée. Donc c'est particulièrement important d'avoir du contenu pertinent, du contenu adapté à votre cible et que votre profil d'annonceur, votre réputation de business manager, si vous voulez rentrer un peu plus dans les termes précis, soit bonne, parce que c'est ça qui va faire que votre publicité va être intéressante ou pas. Et si en plus vous avez un tunnel qui respecte les consignes que je vous ai annoncées aujourd'hui, vous allez pouvoir être rentable. Voilà, donc vous avez compris le principe de la publicité. On va parler des principales métriques. Le plus important, c'est ce qu'on appelle le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. C'est typiquement la note de l'enchère. Donc, c'est le prix de l'espace publicitaire que votre prospect va voir. Par contre, si jamais votre publicité est de mauvaise qualité, vous allez peut-être avoir un bon CPM, mais pas un bon CTR, qui est le click-through rate, donc le taux de clic sur lien. Et en gros, c'est si votre message publicitaire est persuasif, bien copyrighté comme on dit dans le jargon, à ce moment-là, votre CTR va être bon. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui voient votre publicité vont cliquer. Et là, on arrive à un concept qui s'appelle le CPC, donc le coût par clic, pardon. Et ce CPC va être lié au CPM, le prix que vous avez payé l'espace d'affichage, et au CTR, puisque c'est la qualité de votre message qui va faire cliquer les liens. Donc, si jamais vous combinez un bon CPM et un bon CTR, vous allez avoir un bon CPC par nature. Donc, pour les CPM, ça dépend fortement de votre niche. On va avoir des niches qui sont plutôt à 5 euros pour 1000. Il y en a qui vont être plutôt à 30 euros pour 1000 quand on est dans l'entrepreneuriat financier, il y a des gens qui veulent payer très cher pour avoir ces clients-là. La moyenne étant autour de 15 en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo. Pour le CTR, je vous conseille de viser 1 à 3%, enfin, 1 minimum et plus. On a quelques pubs qui sont au-dessus de 6%, mais c'est des anomalies de marché. Si votre pub est entre 1 et 3%, clairement, c'est pas la peine de toucher. On peut optimiser pas mal de choses avant. Ce qui fait un CPC autour de entre 10 centimes et 3 euros, souvent entre 1 et 2 euros sur le marché français. Plus votre CPC est abordable, plus l'optimisation des étapes suivantes est facile à faire et ça a un réel impact sur la suite de votre tunnel. Une fois que vous avez à peu près ces KPIs, ces indicateurs clés que je viens de vous donner sur la publicité, on peut tenter d'optimiser l'étape suivante, à savoir la page de capture que vous avez ici. Et là, l'idée, c'est une page vers laquelle on vous envoie après la publicité. Le but est de proposer une transaction en quelque sorte. Il faut que vous fassiez une promesse, en l'occurrence de passer une bonne soirée en webinaire, mais peu de gens espèrent perdre une soirée en webinaire. Donc, il faut vraiment que la valeur ajoutée soit claire, une belle promesse, que éventuellement il y ait suffisamment d'infos pour montrer que c'est crédible, des sous-promesses, des témoignages, une bio, des études de cas, que sais-je, et que tout cela vaille le coup pour le prospect qui regarde de laisser ses coordonnées pour s'inscrire et potentiellement recevoir un certain nombre de mails ou de relances. Donc, le but, c'est aussi de segmenter. Si jamais vous êtes persuadé que votre produit n'est pas adapté à tel ou tel persona, vous avez fait l'étude de la cible en amont, mettez des choses qui peuvent être des repoussoirs pour les mauvais acheteurs, pour des chasseurs de gratuits ou des choses comme cela, pour que il y ait à la fois le maximum de gens qui rentrent dans votre séquence email que vous puissiez relancer, mais que ce soit que des gens qualifiés. Donc il y a un petit peu cette schizophrénie entre payer le moins cher possible et refuser le maximum de monde qui ne correspond pas. Le but, c'est que vos pages doivent laisser rentrer les personnes réellement intéressées et que votre offre puisse être plus efficace en termes de conversion parce que vous allez trouver ce juste équilibre entre payer moins cher les gens et avoir des personnes qualifiées. Pour obtenir une bonne performance, c'est pas très compliqué. Bien étudier le persona, identifier la meilleure promesse possible pour votre conférence en ligne. Souvent, c'est répondre à la préoccupation que votre prospect a en tête, ce qui l'empêche de dormir. Donc, vous pouvez tester des promesses grâce à des tests AB sur des pages de capture à programmer dans Facebook. On pourra en discuter dans une autre vidéo puisqu'il y a des problématiques si vous ne le faites pas bien. Ajouter des éléments de preuve sociale et simplifier au maximum le formulaire, prénom, email et coche RGPD le cas échéant si vous êtes concerné pour que la personne n'ait pas à remplir un formulaire CERFA de notre administration française préférée pour que il puisse s'inscrire à cette conférence. Une bonne page d'opt-in, c'est un taux de capture, donc un taux de conversion. Donc,
du visiteur qui devient inscrit à 20% minimum, ce qui vous fait un coût par lead qui va être en fonction des niches. Chez nos clients, on est entre 1 et 15 euros en moyenne sur ce genre de page. Voilà, il faut que vous puissiez viser le plus possible en dessous de 10. Mais après, ça dépend des niches. Malheureusement, il y a des niches qui sont plus chères que les autres. Et dans tous les cas, pensez à votre page de remerciement. C'est très important. C'est ici l'opt-in. Jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on se contactait de ça. Maintenant, si jamais on les accueille pas et qu'on fait pas cette séquence de remerciements et de préchauffe, le taux de participation est ridicule lors des conférences en ligne. Donc, cette étape de page de remerciement est cruciale dans l'entonnoir puisqu'elle vous aide à créer la relation. Les gens ne vous connaissent pas, hein, c'était la publicité par nature et du trafic froid, c'est-à-dire c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Et donc, il est crucial de créer une relation pour que les gens aient, en quelque sorte, envie de tenir leur engagement de venir à votre conférence en ligne. Donc, ce que je vous propose comme structure pour une page de remerciement, c'est tout d'abord de remercier à l'inscription et vous pouvez le faire par une courte vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à inviter un groupe privé et ou proposer un petit cadeau qui va vous permettre de, typiquement, je vais faire juste un petit changement sur ce schéma en live, puisque la page de remerciement va permettre peut-être de récupérer un cahier de notes ou quelque chose comme cela qu'on pourra envoyer par Messenger Bot, et ça nous permet de demander et de micro-engager les coordonnées d'un côté et pourquoi pas de récupérer les coordonnées du bot de l'autre. Et ici, vous pouvez proposer des rappels par calendrier. Vous pouvez demander s'ils ont bien reçu le mail et l'origine du mail, qu'ils aillent fouiller leur spam pour être sûr qu'ils aient leur confirmation d'inscription et où qu'on puisse envoyer, pourquoi pas, un autre petit cadeau. Ça peut être, si jamais on a fait le support de notes ici même, on pourrait dire, par exemple dans l'immobilier, un calculateur de travaux, quelque chose comme ça, un petit fichier Excel qui vous permet d'avoir un prétexte pour qu'ils ouvrent le mail. Les métriques à suivre pour une page de remerciement, c'est surtout le taux de show-up, donc le taux d'ouverture de l'email, le nombre de personnes qui rejoignent le groupe privé et le taux de participation au webinaire. C'est ça qui va montrer que la performance est bonne et tout ce qu'il y a après l'opt-in, évidemment, rentre en compte. Ensuite, vous avez des vidéos de préchauffe. Donc là, on va conditionner les prospects à venir en webinaire et il faut leur donner à la fois de la valeur, mais aussi traiter des objections. Une bonne vidéo de préchauffe, ça doit capter l'attention. Instaurer une relation de confiance, peut-être servir de démonstration de votre performance dans des accompagnements, dans vos services, et éduquer, informer, tout en jouant sur la curiosité, comme je le disais tout à l'heure, et le but, c'est de faire passer à l'action. Donc, pour bien connaître, il faut parfaitement avoir étudié son audience. On en avait parlé en introduction, et si vous ne l'avez toujours pas fait et vous ne connaissez pas les douleurs, les désirs, les croyances, c'est-à-dire les peurs ou les légendes urbaines qui sont colportées par le voisinage ou la famille de votre cible, c'est le moment de le faire. Et si vous connaissez ça par cœur et vous savez l'exprimer le mieux possible avec les bons mots, vous pourrez être particulièrement persuasif et vous aurez un bon taux de participation. Dans toutes les vidéos, il faut les concevoir comme des outils marketing, donc pensez à avoir une accroche captivante, avoir un bon storytelling et bien entendu faire en sorte de jouer avec la curiosité pour votre appel à l'action en fin de vidéo pour être sûr que la personne soit consomme la vidéo suivante, soit vienne pendant votre live. Ensuite, vous avez votre séquence de rappel qui va non seulement envoyer vers les vidéos de préchauffe, surtout envoyer vers le webinaire live. Et de la même manière, il faut presque abuser. Là, je vous ai montré avec les horaires, un J-1, H-1, M-15 et même rappel au démarrage ou à quelques minutes après, qui peut être combiné avec du SMS pour dire on ne te voit pas. Si vous avez un outil qui permet de le faire, ça permet de donner les liens directs et de faire venir en webinaire et d'augmenter sensiblement le show-up. Là, pour tous ceux qui connaissent une structure AIDA pour le mail, donc accroche, intérêt, désir, appel à l'action, pour rédiger tous ces mails, il marche très bien, sachant que l'appel à l'action, évidemment, l'a incité et jouer sur la curiosité pour consommer le contenu qui suit. Donc pour les vidéos de préchauffe, c'est un AIDA qui envoie vers la vidéo de préchauffe en question. Pour les rappels, c'est un AIDA qui renvoie vers la promesse du webinaire et ou le live du webinaire. Les métriques qui sont à suivre pour vos mails, c'est principalement
le taux d'ouverture. Donc là, entre 40 et 50%, c'est pas mal. À voir pour votre délivrabilité si vous avez un bon outil. Dans ce cas-là, faut qu'elle soit quasiment de 100%. Si vous n'avez pas 100%, vous pouvez faire des mail testers pour savoir quelle est la problématique dans votre contenu et ou dans le paramétrage technique de votre autorépondeur. Pensez à des outils qui vous permettent de vérifier que notamment le SPM, le DKIM et le DMARC sont bien en place. Donc ça, c'est des outils d'authentification de vos mails pour dire que c'est bien vous qui envoyez le mail. Dans les stats, ce que vous devez suivre, c'est un taux de clic. Donc là, idéalement, vous avez un taux de clic qui s'approche des 10%. Et faites attention parce que même avec tout ça, si vous avez un fort taux de désabonnement, vous pouvez baisser votre délivrabilité. Donc il faudra peut-être baisser votre fréquence de publication et ou augmenter la valeur ajoutée de votre contenu ou faire en sorte que vos clients vous répondent pour que votre réputation en ligne soit meilleure, enfin en tout cas la réputation de votre adresse d'envoi. Le show up en webinaire, on va pas se mentir, si on met pas tout ça en place, c'est compliqué de dépasser 40%, et même comme ça, c'est pas garanti que vous atteignez 40%. Si jamais vous n'avez pas une copie qui est parfaite. Donc, je vous encourage à mettre en place le maximum d'éléments là-dessus. C'est possible encore, j'ai quelques clients qui dépassent les 50%, mais si vous n'avez pas tout ça, vous n'atteindrez jamais 40%, et même avec juste des mails comme on faisait il y a 5 ans en arrière, où on arrivait à 50% de participation, maintenant je crois qu'on arrive à 10 ou 15%, si jamais on met pas des relances et on harcèle pas un peu les gens. Je suis le premier à le déplorer, mais c'est malheureusement les statistiques. Donc, une fois que vous avez fait votre webinaire live, on pourra revenir dans une vidéo sur le contenu du webinaire live. Vous allez pouvoir relancer une campagne de retargeting, ou en tout cas votre média buyer pourra faire une campagne de retargeting. Et là, on va cibler toutes les personnes qui se sont inscrites et ou qui sont venues en webinaire. On peut faire différentes campagnes et les envoyer vers le replay et la page de vente, en excluant bien entendu ceux qui auraient déjà pris rendez-vous. Il faut bien faire attention à jouer au jeu des exclusions. Les personnes inscrites mais qui n'ont pas pris rendez-vous, ou les personnes qui sont venues en webinaire mais qui n'ont pas pris rendez-vous, et avoir un message aligné. Vous avez déjà eu un contact, donc vous pouvez être peut-être un peu plus familier et jouer un petit peu sur les mots, dans le sens que vous pouvez partager des supports ou faire un clin d'œil à du contenu qu'ils auraient déjà consommé. Si vous avez ce niveau d'information, si vous avez les bons outils, ça peut être ultra précieux de travailler cela. Et bien entendu, dans la publicité, dans le traitement des objections de non-achat et dans les décomptes, vous pouvez continuer à apporter de la valeur, continuer à justifier le fait que c'est pertinent de discuter avec vous ou votre équipe en rendez-vous. Donc, continuez à jouer ce que Cialdini mentionnait dans son livre « Influence et manipulation, la réciprocité ». Donc là, pour les campagnes de retargeting, vous avez sensiblement les mêmes taux de clics, les mêmes... donc le fameux CPM, CTR, CPC que j'ai expliqué plus tôt. Ça va vous faire un coût par visiteur qui aura un certain prix, et puis du coup après vous pouvez suivre le coût par rendez-vous, voire le coût par achat. Pour mesurer cette performance sur du retargeting comme cela, on peut espérer avoir un coût par rendez-vous en dessous de 100 €. Et si vous combinez un petit peu toutes les aides, on peut faire en sorte que tout cela reste dans ces prix-là, entre 100 et 150 € suivant votre budget. Quand c'est 500 rendez-vous, c'est un petit peu plus parce qu'il y a un peu plus de pression publicitaire, mais c'est des ordres de vendeurs qui sont très acceptables. Ensuite, sur votre page de prise de rendez-vous, de reciblage prise de rendez-vous, vous allez devoir traiter toutes les objections. Donc ce contenu que vous avez mis dans les mails, vous pouvez le recycler. La bonne nouvelle sur cette page de vente, il faut convaincre que votre offre est la meilleure et qu'il faut parler à votre équipe. Donc la structure, c'est un titre accrocheur, une proposition de valeur claire, des preuves sociales et des éléments de réassurance pour justifier que votre proposition est pertinente pour votre cible et que ça vaut le coup de prendre rendez-vous avec votre équipe. Et bien entendu, bien travailler l'UX, c'est-à-dire avoir une belle structure, un peu en forme d'entonnoir comme cela, qui permet de driver l'attention du prospect de tout en haut vers en bas, sachant que votre outil de prise de rendez-vous, votre calendrier en ligne, se trouve en bas. N'oubliez pas l'appel à l'action, le fameux CTA du marketing, Call to Action, et n'oubliez pas de travailler la version mobile, puisque je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais 80% du trafic Internet est du trafic mobile de nos jours, donc
pensez mobile first, comme diraient les Anglais, et donc en premier à l'affichage sur le téléphone. Vous allez pouvoir suivre les indicateurs suivant. Si vous avez un outil comme Funalytics, c'est assez facile à calculer le nombre de visiteurs, le taux de conversion. Donc là, on va pouvoir avoir plusieurs pourcents, voire dizaines de pourcents en fonction du prix de votre offre, etc. Qui prendront rendez-vous. Si jamais vous n'avez pas annoncé le prix, on peut même monter à plusieurs dizaines de pourcents. Vous pouvez utiliser un outil comme Clarity qui vous permet de voir le comportement sur la page pour identifier où est ce qu'on appelle le scroll depth, donc le niveau de profondeur de l'affichage de la page, qui va vous permettre de savoir à quel moment votre page était plus ou moins digeste et pouvoir l'améliorer. Le temps moyen sur page peut être un très bon indicateur à suivre, le taux de rebond aussi, et du coup avec un coût par rendez-vous, des taux de conversion, etc., vous allez pouvoir décomposer la qualité de vos publicités, la qualité de votre page, la qualité de votre outil de prise de rendez-vous pour maximiser la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, votre prospect considère que vous êtes une solution potentielle à son problème et décide de prendre contact avec vous. Il faut lui faciliter la tâche en simplifiant le formulaire avec un design épuré et responsive, encore mobile first, et s'assurer de la clarté des informations. Cependant, comme je vous disais pour la page d'opt-in, il faut faire très attention à ne pas accepter des gens qui n'auraient pas l'argent pour acheter chez vous ou qui n'auraient pas été qualifiés puisqu'ils ne seraient pas intéressés par votre offre, pour ne pas utiliser pour ne pas fatiguer vos équipes commerciales, pour ne pas payer de la pub pour rien, puisque vous pourrez après optimiser les publicités sur de la prise de rendez-vous, etc. Et donc, pensez bien à trouver ce juste équilibre entre baisser la qualification pour rendre le processus fluide pour la plupart des clients et en même temps la monter au maximum pour ne pas avoir de touristes. Et bien entendu, tout cela dans un contexte où tout doit être vérifié au moins une fois par, si possible, quelqu'un d'autre que la personne qui l'a implémenté pour éviter tout ce qui est bug technique et autres problématiques de no-show, par exemple, pendant les rendez-vous, si jamais il n'y a pas de relance. J'en parle pas aujourd'hui, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. La confirmation de rendez-vous est importante car elle peut faire la différence. Et ça peut vous permettre d'augmenter sensiblement le taux de show-up en rendez-vous et donc vos taux de closing. Donc, cette page de confirmation, on pourrait considérer qu'elle a généré juste la page de confirmation de rendez-vous. Je vous parle pas de la page de confirmation d'inscription au webinaire. À elle seule, en l'optimisant, un client a fait plus de 10K de chiffre d'affaires supplémentaires par mois juste en travaillant cette page. Donc, mettez une courte vidéo qui remercie d'avoir pris rendez-vous. Montrez des études de cas avec des résultats concrets. Présenter le programme de ce que vous allez vendre pour vous aider à qualifier le prospect et pas avoir de touristes et qui continuent à réserver le temps de vos commerciaux. Et présentez-vous si possible avec une notion de valeur, de mission, avec du storytelling pour créer une relation et que vous puissiez susciter de l'adhésion sur non seulement vous, mais le programme que vous ou votre équipe pourra proposer en rendez-vous. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo toutes les étapes pour créer une page de remerciement de rendez-vous qui booste les conversions. À ce moment, la page de confirmation de rendez-vous, ce que vous pouvez voir pour valider son fonctionnement, c'est typiquement le taux de show-up au rendez-vous. Et on pourra détailler tout ça dans une autre vidéo comme discuté. Ensuite, vous avez effectivement un rendez-vous de closing, si possible en R1, comme on dit, donc en un seul rendez-vous. Potentiellement, si votre offre est chère ou complexe à expliquer, il faut faire un appel de découverte, puis un rendez-vous de présentation de la solution, donc en R1, R2. C'est là que le prospect doit prendre sa décision. Il faut un script aux petits oignons. On pourra en détailler le contenu un petit peu plus tard. Si vous n'avez pas toutes les techniques de closing, il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui peut non seulement savoir quel script mener, mais comment l'adapter à votre audience, à votre cible, identifier toutes les objections, savoir les traiter correctement. Et ça peut être l'objet d'une vidéo ultérieure si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter et à nous en parler si ça vous intéresse. Clairement, si vous avez dépensé, on va dire, 497 fois 150 € pour des rendez-vous, ça serait dommage de rater tous les rendez-vous parce que vos scripts sont pas aboutis. Donc, ça fait clairement partie de l'optimisation des résultats pour atteindre ce genre d'objectif, parce que sans script d'appel et sans suivi commercial, évidemment, toute l'opération perd de son utilité. Pour vous donner une cible, un taux de closing correct, c'est environ 20% pour un closer, c'est-à-dire pas le patron. Si c'est le patron, ça doit être plus, puisqu'il y a une espèce d'aura.
et une légitimité de la personne qui aide forcément, sans compter certains patrons, moi le premier, qui peuvent négocier ou faire des gestes commerciaux ponctuels ou affiner certaines offres. Ça m'est arrivé récemment de proposer un engagement en contrepartie d'une réduction. Donc j'ai pas ou peu d'engagement dans mes prestations de services, et en l'occurrence en proposant un engagement, j'ai pu baisser un peu mes prix et optimiser les coûts pour mon client. Donc ça, évidemment, si vous avez cet arbitrage, ça vous augmente le taux de closing. C'est pour ça que moi, je suis souvent au-dessus de 30%. Mais c'est de la triche, comme diraient mes équipes. Dans tous les cas, quand on rentre dans un cycle de closing, il faut mesurer le moment d'entrée dans le moment de la prise de rendez-vous et faire en sorte qu'il ne se passe pas plus de 5 jours entre le moment de prise de rendez-vous et le rendez-vous, et que à minima, votre prospect ait des nouvelles tous les 5 jours, sinon vous risquez de perdre des affaires et le prospect refroidit comme dans tous les cas, si jamais vous n'arrivez pas à faire ces suivis ou n'arrivez pas à closer suffisamment rapidement, remettez-le relativement rapidement dans une séquence de nurturing, donc une séquence qui va lui apporter de la valeur pour pouvoir l'inciter à revenir, pourquoi pas, dans un webinaire ultérieur. Donc dans tous les cas, faites en sorte de donner des nouvelles toutes les semaines, même si c'est des nouvelles automatisées. Si par chance vous tombez d'accord avec votre client, vous pouvez lui présenter un bon de commande. Donc ayez bien entendu un bon de commande de prêt lors de chaque rendez-vous de closing. Et votre prospect, si jamais il a un bon de commande qui est optimisé dans son contenu, on pourra en reparler ensemble. D'abord, il deviendra client. Donc félicitations, vous avez un prospect signé, c'est-à-dire un client. Et vous venez de taguer ces personnes-là avec, pourquoi pas dans votre CRM, un statut spécifique, et pourquoi pas, ça m'est arrivé de faire des campagnes de publicité qui remercient les clients, et donc après avoir payé 150 € pour qu'il soit en rendez-vous, pourquoi pas payer 1 € de plus pour le remercier et l'accueillir chaudement. Et c'est une petite astuce que j'avais mis en place pour un client, et j'ai trouvé ça super en termes de philosophie, et j'essaie de le reproduire dès que possible. Dans tous les cas, dans votre suivi, si vous faites du rendez-vous de closing, je vous conseille d'avoir un CRM et de suivre l'avancement de chaque prospect dans votre CRM. Un parcours de petits chevaux fonctionne très bien. Nous, on utilise GoElevel. Je pourrais peut-être demander à mon équipe de mettre un lien en dessous pour vous en parler. C'est vraiment ce parcours de petits chevaux et la qualité de votre follow-up qui va rendre toute l'opération dont on a parlé dans cette vidéo rentable. Dans tous les cas, n'oubliez pas, comme dit, soit par une publicité, soit par une page qui est conçue pour ça, une série de mails, etc., d'onboarder correctement votre client. Pas parce qu'il a déjà acheté qu'il est plus important. Au contraire, c'est le moment de lui montrer qu'il a fait le bon choix. Et du coup, vous pouvez l'orienter vers les prochaines étapes, la prise de rendez-vous avec la personne qui va faire son onboarding, peut-être déclencher quelques automatisations qui vont créer son espace membre ou son espace Drive dans lequel il va pouvoir commencer à faire ses devoirs pour que vous puissiez travailler pour lui. Et vous transmettre l'information dont vous avez besoin pour travailler pour lui, évidemment. Et l'idée, c'est que cette même philosophie de nurturing peut être appliquée. Donc là, cette même philosophie d'éducation de votre client peut être appliquée à cette éducation pour l'accueil client, donc le fameux onboarding. Et vous augmentez énormément la valeur perçue de ce que vous faites pour eux, et potentiellement ça va vous permettre d'augmenter la valeur à vie ou de faciliter la recommandation. C'est ce qu'on appelle l'expérience client. Et donc pourquoi pas proposer des ventes additionnelles, pourquoi pas leur proposer de devenir ambassadeur pour votre marque, déployer d'autres stratégies d'hypercroissance, mais on en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, en conclusion, si jamais on dézoome sur tout le schéma, il y a vraiment aucune étape à rater pour générer 497 rendez-vous en une semaine. Et chaque étape joue un rôle clé. C'est vraiment, c'est comme le maillon faible. Là, s'il y a une étape qui est abandonnée, et ben toutes ces étapes servent à rien. Donc la publicité autant que la performance live du client, autant que le suivi et la qualité de l'équipe de closing, c'est vraiment vaut mieux avoir tout qui est fait moyennement que un truc hyper fort et le reste nul, puisque ça va moyenner à la baisse tout le reste. Donc en optimisant tout ça, vous pouvez transformer 1 € investi en publicité en un chiffre d'affaires de 3, 5, 10, et pourquoi pas en ce moment on a des 18 en retour sur investissement publicitaire chez nos clients. Donc pensez bien à vraiment mettre tout bout à bout,
chacune des étapes que j'ai décrites. J'ai pris un petit peu de temps pour faire cette vidéo parce que ça me paraissait pertinent de vraiment être pédagogique sur ce sujet. Vous pouvez récupérer en description le schéma présenté dans cette vidéo pour le comparer avec notre propre système et identifier vos axes d'amélioration pour comprendre pourquoi votre système VSL ou votre webinaire ne fonctionne pas. Si jamais elle vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle étape du tunnel vous devez optimiser suite à cette vidéo. Et pourquoi pas, dites-moi si jamais ça vous intéresse, que je vous reparle soit de Funnelytics, soit de GoElevel, le CRM, soit que je puisse vous obtenir des réductions pour ceci, comme je connais certains des dirigeants. Merci pour votre attention et au plaisir, à bientôt.